Séance de rattrapage, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie, bienvenue dans ce podcast dans lequel Thomas vous parle des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, nous revenons ensemble sur une visite, une conférence ou encore une animation pour découvrir l'histoire et le patrimoine du Charolais-Brionnais. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui Thomas et moi accueillons Monsieur de Montmorillon, propriétaire du château de Lucenay à La Chapelle-au-Mans. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Marie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une visite qui a eu lieu le 24 juillet 2025. Je profite de ce podcast pour remercier une nouvelle fois Monsieur de Montmorillon d'avoir permis cette visite, d'avoir ouvert son château pour l'occasion des rendez-vous du Pays d'Art et d'Histoire. Et merci également d'accepter notre invitation à participer à ce podcast. Dans un premier temps, Thomas, est-ce que tu peux nous présenter la famille de Montmorillon ? Oui, la famille de Montmorillon, on sait que c'est une famille qui est originaire du Bourbonnais. On a une première mention en 1215 quand Étienne de Montmorillon s'avoue homme lige du sire de Bourbon. C'est une famille ensuite qui va prendre de l'importance dans le Bourbonnais, certainement dans le Forez, et qui va ensuite venir s'installer en Bourgogne via un mariage qui a permis de s'installer à Essanlay, qui est aujourd'hui sur la commune de Gueugnon. Et c'est donc une branche cadette qui existe toujours aujourd'hui et qui possède le château de Lucenay qu'elle avait acquis pour la première fois en 1603. Monsieur de Montmorillon, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Non, c'est très bien. Lors de tes recherches aux archives, Thomas, tu as trouvé plusieurs membres de la famille portant le nom de Saladin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Est-ce que tu as une explication ? Tout à fait. Il y a un certain nombre de membres de la famille qui portent le nom de Saladin, mais pas tous, donc j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi. Alors, il y a une légende qui voudrait qu'un chevalier de Montmorillon ait pris part à la Troisième Croisade. Donc, la Troisième Croisade, elle se déroule entre 1189 et 1192. C'est la croisade qui a pour objectif de reprendre Jérusalem avec le roi de France, Philippe Auguste, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Sa réussite est modérée car on réussit à reprendre une partie des territoires des États latins d'Orient, mais on ne reprend pas Jérusalem. Alors la légende voudrait que le chevalier de Montmorillon ait été fait prisonnier par le sultan d'Égypte et de Syrie Saladin, et que le sultan, impressionné par la valeur martiale du prisonnier, l'autorise à rentrer dans son pays contre un serment qu'il rentre pour réunir la somme de sa rançon, et que s'il échoue à le faire, il reviendra se constituer prisonnier. Le chevalier de Montmorillon, fidèle à sa parole, ne réussit pas à réunir la somme et donc revient en Égypte pour se constituer prisonnier. Saladin est touché par la loyauté qu'il a à sa parole et lui rend alors définitivement sa liberté, à condition que lui et ses descendants portent le nom de Saladin en plus de celui de Montmorillon. Donc ce type de légende, on peut le retrouver dans d'autres familles anciennes, mais il n'est pas démontrable historiquement. Mais je crois qu'il y a quelques petites spécificités sur le nom de Saladin que Monsieur de Montmorillon va pouvoir nous éclairer. Alors, déjà sur la légende, on en discute pas mal dans ma famille forcément. Donc c'est quand même une légende qui a une base historique. On sait que Saladin a fait ce genre de choses. Mais ce qui est assez étonnant, c'est la reprise du nom, qui est effectivement porté par mes ancêtres. Pour remonter le plus loin qu'on sait remonter, parce que vous avez parlé d'ancêtres où on ne sait pas remonter, vous avez parlé d'Étienne et ça on ne sait pas. Mais là où on sait, ça commence avec Loïs. Et Loïs a 2 enfants. Il a Hippolyte, l'aîné, qui va avoir un fils qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste porte ce prénom de Saladin. C'est Jean-Baptiste Saladin. C'est le premier que je vois dans la généalogie que j'ai qui porte le prénom de Saladin. Et donc ça se passe au début du XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Son fils François va porter le nom de Saladin. Mais son fils François n'aura qu'une fille qui s'appelle Louise, qui va se marier d'ailleurs avec un Bourbon-Busset, qui est connu parce que la petite fille de Louise, c'est Louise de Lafayette, qui sera une amour platonique de Louis XIII. Mais il n'aura pas de garçon, donc c'est la fin de la branche aînée. Et donc la tradition va être reprise par la branche cadette dont je fais partie, mais avec un temps de retard. Et donc c'est à partir de Claude, après je peux vous citer Claude, François,
Hector, François, Louis-François Claude, dont on va parler. Après, il y a Léopold, qui va prendre le nom de Saladin, parce que son grand frère, qui s'appelle Sophie Gaspard, va mourir jeune. Donc Léopold va décider de reprendre le prénom. Ça, c'est unique. Ça n'est jamais arrivé autrement. Ensuite, son fils Charles va prendre le prénom. Et on va arriver à mon arrière-grand-père Ranulphe, mon grand-père Ranulphe, mon père Claude et mon grand frère Jean-Baptiste. Donc ça se transmet au fils aîné, pas à À l'ensemble des l'aîné, garçons. à l'aîné de la famille. Ok. Le chef de famille, on va dire. Et est-ce qu'on connaît les relations de la famille de Montmorillon avec les autres nobles ? Oui, alors la famille de Montmorillon est une famille de petite noblesse, de noblesse qu'on appelle d'épée, c'est-à-dire qu'elle a un rôle militaire et ça se retrouve assez bien en fait dans les relations que j'ai pu retrouver aux archives de la famille. On a des relations notamment épistolaires, j'ai retrouvé 2 lettres avec le marquis des Prés qui était un militaire, avec le marquis de la Tour Maubourg qui également était un militaire qui a atteint un rôle très élevé, qui a été maréchal de France, donc c'est le stade le plus élevé qu'on peut avoir. Et il y a des liens comme ça en fait de soutien entre la famille de Montmorillon et d'autres familles de la noblesse d'épée du territoire qui ressortent assez franchement. On a également des membres de la famille de Montmorillon où on connaît leur carrière militaire un petit peu plus précisément. Je vais revenir sur François Saladin de Montmorillon. C'est le premier dont on connaît bien la carrière militaire. Il a servi au 3e bataillon du régiment Royal Vaisseau au sein de la compagnie de grenadiers. À l'origine, les grenadiers, c'est une unité qui est créée au XVIIe siècle et qui se caractérise, comme leur nom l'indique, par l'utilisation de grenades. Mais après le XVIIe siècle, l'utilisation de grenades va diminuer au sein des armées, donc ça va devenir une troupe d'élite, donc il sert dans une compagnie très prestigieuse et il va atteindre le rang de capitaine, qui est un rang assez important. On sait que son fils va également atteindre ce rang de capitaine au sein du régiment de Royal Normandie. Donc on a une famille qui est vraiment tournée autour de la carrière des armes et qui a des relations avec les autres nobles qui partagent ce goût de l'épée finalement. Et c'est la fonction historique de la noblesse en France et même en Europe, je dirais, où les nobles sont des combattants avant tout, même si au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, on a une noblesse qu'on appelle de robe qui va émerger, qui occupe plutôt des postes financiers, administratifs, judiciaires pour faire tourner le royaume. C'est pas le cas de la famille de Montmorillon qui va rester fidèle à cette carrière des armes. On sait que pour la noblesse, la Révolution a été une période trouble. Que s'est-il passé pour la famille ? Effectivement, la Révolution pour la noblesse est une période qui va être compliquée. On va avoir de nombreuses familles qui vont émigrer, donc partir dans des cours étrangères pour ne pas être inquiétés, parce que être noble au cours de la Révolution, c'est un vrai risque, c'est être suspect, presque coupable d'office. Pour la famille de Montmorillon, on sait qu'il va y avoir une émigration, mais il est vraisemblable qu'ils n'occupaient déjà plus le château de Lucenay depuis une quinzaine d'années, car après un mariage de Louis-François de Montmorillon avec Marie-Madeleine de Pélupussin, il aurait déménagé à Saint-Amour, mais le château de Lucenay est tout de même saisi lors de la Révolution et vendu aux biens nationaux. J'ai retrouvé l'acte de vente du château aux biens nationaux. Donc les biens nationaux, c'est une vente aux enchères, des bâtiments saisis à la noblesse et saisis au clergé également. Donc ils vont fuir la France à ce moment-là, ils vont être dépossédés de leurs propriétés. Et moi j'ai un trou, j'ai en fait cette immigration que je peux attester. Toute l'immigration, je ne sais pas ce qui arrive à la famille. Je la retrouve en fait avec le retour du fils de Louis-François qui revient sous le Premier Empire et qui s'engage à 16 ans dans les armées de Napoléon. Il va servir au 8e régiment d'infanterie de ligne où il atteint le rang de capitaine. Il va combattre en Italie, il va combattre en Espagne, il va combattre en Allemagne, il va continuer sa carrière militaire. Suite au Premier Empire, on sait qu'il participe à l'expédition française en Catalogne qui a pour objectif de mettre fin au régime constitutionnel. Donc ça, c'est dans les années 1820. Et il va même obtenir une Légion d'honneur en 1823 pour toute sa carrière. Et c'est ce Louis Bonaventure Léopold qui va racheter le château de Lucenay, même s'il n'a pas dû y vivre du tout, ou en tout cas pas très longtemps. Car lorsque la famille a émigré, il avait entre 2 et 5 ans. Donc il rachète le château en 1829. Mais je crois que Monsieur de Montmorillon peut combler mes trous. Ce que je sais, c'est que Louis-François Claude et son épouse... Alors nous, on a plein de prénoms. Je ne sais pas si c'est votre cas. On a plein de prénoms.
Aujourd'hui, on utilise le premier pour considérer que c'est celui qu'on utilise, mais alors à l'époque, c'est le dernier. Donc par exemple, vous avez dit Marie-Madeleine de Pélapucin. En fait, c'est Marie-Madeleine Gasparine et son prénom usuel, c'est Gasparine. Ah oui. Et comme c'est un prénom amusant. C'est bien de le noter. Donc Gasparine se marie avec Louis-François Claude. Alors je ne sais pas pourquoi Louis-François Claude, on dit Louis-François Claude. Mais ça c'est... Je retrouve tout le temps l'utilisation de ces trois prénoms. Donc la mère de Louis-François Claude, qui s'appelle Marie-Sophie de Franc-d'Anglure, sachant qu'elle est veuve à cette époque, elle va rester à Bourbon-Lancy. Mais Louis-François Claude, Gasparine et Léopold, parce que du coup on dit Léopold, vont partir en émigration. Marie-Sophie de Franc-d'Anglure, elle va même être arrêtée, juste parce que c'est la mère de son fils. Et elle va être libérée parce qu'elle va avoir une attestation comme quoi elle a un caractère doux qui porte à plaire. Donc elle a un avis très positif et donc elle va être libérée. Une chose importante, c'est que Léopold, quand il part en émigration, a priori en 1792, il a 2 ans. Il va avoir une sœur, ça vous n'en avez pas parlé mais c'est important, c'est Caroline qui va naître en 1792 en émigration. Donc c'est comme ça que je sais qu'en 1792, ils sont déjà partis. Elle va être baptisée à Mayence. Et même, je crois qu'elle va avoir le futur Charles X comme parrain. Mais il ne sera pas vraiment là. Donc c'était une sorte d'honneur, mais il n'était pas là. Donc une émigration en Allemagne. En Allemagne. Ensuite, ils vont revenir assez vite, sauf Louis-François Claude, qui va rester jusqu'en 1816 au moins, coincé en Allemagne. Il va même avoir une double vie, un enfant, ça on a découvert ça il n'y a pas longtemps, un enfant qui va devenir graveur, qui s'appelle Ludwig Albert. Donc il va avoir une vie complètement déconnectée de son autre famille, Gasparine, Léopold et Caroline. Et donc il va avoir une famille décomposée. Au début du 19e siècle, c'est Gasparine qui va tout diriger, qui va essayer de réorganiser la famille pour qu'on aille vers des conditions meilleures. Et Léopold et Caroline, ils vont vivre un peu dans la légende d'une famille qu'ils n'ont pas connue. Et ils vont chercher, alors je ne sais pas par vengeance, mais ils vont chercher à retrouver Lusigné, qui est la maison de famille initiale. Donc il y a un côté un peu romantique dans le rachat de Lusigné. Effectivement. Donc, si je comprends bien, Louis-François Claude est propriétaire du château au moment de la Révolution. Il perd le château et c'est son fils, finalement, qui va le racheter des années plus tard. Il va le racheter en 1829. C'est son fils et sa fille. Et sa fille, d'accord. Ils vont le racheter tous les deux. Léopold et Caroline. Et Caroline, oui. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'interruption générationnelle par rapport à la possession du château. Oui, et donc c'est un petit peu ce côté revanche. C'est que Léopold a vraiment voulu, et Caroline, ils ont vraiment voulu que la maison reste dans la famille. Pas forcément pour y habiter, mais parce que c'était quelque chose qui était important pour eux, pour l'image de la famille. Ouais, c'est vraiment symbolique pour eux de faire cet acte. Oui. D'accord. Vous nous parlez de Gasparine, de Caroline, quelque chose qu'on imagine mal sur le début du 19e siècle, une importance des femmes que vous avez l'air de souligner quand même dans la famille. Ah bah c'est la clé. Hein. Dès le début, toute cette construction de terre dans la famille, elle vient par les femmes. D'abord Antoine qui va se marier avec Louise Descenlin pour s'installer dans la région de Guignon. Ensuite, on va retrouver, je crois que son fils, je crois que c'est Hilaire, qui va se marier avec Catherine Chou, qui est la fille de Jean Chou et de Jeanne de Rochefort. Et Rochefort, c'est une maison, c'est un lieu connu sur Vandenesse-sur-Arroux. Donc toute cette construction de terre, elle s'est faite par les femmes déjà. Et ensuite, comme vous le notez, à la Révolution, la personne qui porte la culotte, c'est Gasparine. C'est elle qui va tout décider, ça va être l'impresario de Léopold. C'est elle qui va écrire toutes les lettres aux généraux, enfin pour organiser la carrière de son fils. Donc c'est elle qui va tout faire. Et Caroline, elle a un rôle important, c'est qu'elle va tout le temps soutenir son frère. Il y a un lien entre Caroline et Léopold, on a conservé des lettres. Il y a un lien qui est parfait. C'est assez étonnant.
Ensuite, ça continue, hein, c'est pas fini. Alors, il y a une histoire triste, c'est que le fils de Léopold, Hector, va se marier avec Marie d'Arbaumont, qui va mourir à Lusnier parce que le médecin n'aura pas eu le temps de venir la soigner. Et donc ça, c'est ce qui va créer une faille qui va faire que Lusnier ne va plus être habité pendant un certain temps. Mais ma grand-mère, avec mon grand-père, je pense que le rôle de ma grand-mère est important. Mon grand-père a choisi de reprendre Lusnier et pas l'autre propriété de famille, qui a été héritée d'ailleurs par la femme de Léopold. Ma grand-mère a voulu Lusnier, je pense, pour son côté romantique. Finalement, la branche aînée de la famille a décidé de reprendre Lusnier. Mais c'est ma grand-mère. Donc une importance des femmes tout au long de... Oui. Et c'est pas fini parce que après, il y a mes parents, mais après, moi, si j'ai décidé de reprendre cette maison, c'est bien évidemment parce que mon épouse, ça lui plaisait. Sans ça, c'était impossible. Oui, vraiment, c'est une décision que vous avez prise Ah oui. ouais, pour ça. Très bien. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir un petit peu le rôle de chacune des femmes de votre arbre généalogique. Quel rôle elles ont pu jouer lors de la passation ou de l'occupation du château. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus donc, sur le château en lui-même. Est-ce que Thomas, tu peux nous parler de ce château, qu'est-ce que c'est comme château et comment il est? Le château, dans les textes, est décrit comme une maison forte, donc quand même une petite définition. Une maison forte, c'est un établissement castral, hein, donc c'est bien un château qui va reprendre certains critères du château fort médiéval, mais qui va en différer notamment dans son usage, c'est-à-dire qu'une maison forte n'est pas faite pour résister à un assaut important. Si on a quelques brigands qui attaquent, la maison peut résister. Mais si on a une armée qui se présente devant, il n'est pas fait pour pouvoir tenir. C'est une maison qui rappelle les châteaux forts pour ce côté prestigieux finalement, mais qui est plutôt faite pour mettre en valeur le domaine du seigneur et qui revient moins cher. Donc, dans le cas de Luceny, on retrouve ces éléments de maison forte qui font penser à un château fort, c'est-à-dire que le château était entouré d'une enceinte fortifiée qui devait certainement être un mur en pierre. Il reste un élément aujourd'hui de cette enceinte extérieure qui a survécu et qui nous confirme quand même la présence de cette enceinte, c'est la tour Porche qui se trouve à l'entrée du château, toujours en élévation aujourd'hui. Second élément à vocation défensive, c'est les tours. On n'a aucun plan de l'enceinte qui est parvenue jusqu'à nous, donc on ne peut pas savoir combien de tours étaient présentes dans cette enceinte extérieure, mais on a toujours des tours qui sont présentes sur le logis seigneurial directement. À l'origine, il y en avait 3. Une qui se trouve sur la façade principale et qui abrite l'escalier à vis qui permet de monter dans les étages, et une seconde qui se trouve sur la façade arrière à l'est. La troisième se situe à l'angle nord, elle s'est écroulée au début du XXe siècle, mais on reviendra après sur les dates précises de cet écroulement. On a quand même sur ces tours des éléments défensifs, on peut voir certaines archères qui sont complétées de bouches à feu, la bouche à feu étant très proche du sol, donc on peut s'interroger sur son utilisation réelle, mais puisque les maisons fortes n'ont pas de vocation directement défensive, c'est aussi un élément de prestige d'avoir ce type d'élément d'architecture. Donc c'est un type de bâtiment qu'on retrouve beaucoup au tournant du Moyen-Âge et de la période moderne, au moment où l'intérêt du château fort s'affaiblit avec le développement de l'artillerie. On a moins besoin finalement de fortification, mais on veut garder ce côté prestigieux des châteaux forts, et on va se placer à proximité de domaines que l'on possède agricoles pour pouvoir les mettre en valeur. On a donc à Luceny ce rappel de l'importance des domaines agricoles, avec des dépendances qui ne sont pas rattachées directement au logis seigneurial, qui sont mis un petit peu plus loin dans la basse-cour. Donc on avait différents bâtiments annexes qui permettaient au domaine de fonctionner, donc des écuries, un pressoir, une grange. Donc cette tour écroulée, dans mes recherches, je n'ai pas réussi à retrouver de date exacte. On sait qu'elle s'écroule entre les années 30 et 50. Mais on a eu la chance, lors de cette visite, d'avoir des personnes qui habitaient Luceny à ce moment-là et qui ont pu nous éclairer. Je crois, monsieur de Montmorillon, vous avez pu échanger un petit peu plus longuement que moi avec eux. Oui, ça c'était quelque chose de très chouette à l'issue de la visite. Personne qui est venue me voir, qui m'a demandé si elle pouvait faire visiter Lusnier à sa mère, qui allait avoir 90 ans, et qui avait habité Lusnier, parce qu'effectivement, Lusnier, avant mes grands-parents, c'était habité à l'année par des personnes qui s'occupaient de maintenir la maison. Donc bien sûr, j'ai dit oui, parce que j'avais un peu écho de ça, mais c'était pas très clair quand même pour moi. Et donc après votre visite, on a vu arriver pas mal de gens, très sympathiques. Et donc notamment cette dame, sa sœur et son frère.
On a visité la maison, ils nous ont montré où ils étaient quand ils étaient petits, où ils étaient nés, parce qu'ils étaient nés dans Lusnier. Et donc c'était terriblement émouvant. Ah oui, sûrement, ouais, c'est chouette, ouais, vraiment d'avoir pu vivre ça. Ouais. Et là, elle nous a expliqué que la tour s'était écroulée, qu'elle s'en souvenait très bien. C'était en 1942, que son père était revenu parce qu'il avait fait du travail obligatoire en Allemagne. Il était revenu en 1942 et que son père était là. Donc c'était vraiment en 1942. Et que leur père leur avait dit oh là là, il y avait un bruit bizarre, qu'il fallait tout de suite courir. Elle m'a même montré le landau où il y avait le petit frère, parce qu'après on a été les voir chez eux. C'était un souvenir assez marquant pour eux. C'est intéressant d'avoir pu vivre ça et l'occasion de la visite a mis en lumière en fait le château et a permis cette rencontre finalement qui n'avait jamais pu avoir lieu peut-être avant. Je suis très heureux de cette rencontre. Ouais, très bien. Thomas, tout à l'heure, tu nous as expliqué qu'une maison forte servait à mettre en valeur un domaine rural. Est-ce le cas à Lussenier ? Oui, tout à fait. À Lussenier, on a une vraie mise en valeur du domaine rural. On a 2 éléments principaux qui vont nous le suggérer. J'ai pu retrouver un inventaire après décès de 1728. On va lister toutes les possessions de la personne qui est morte en vue de l'héritage. Et on a notamment la liste des têtes de bétail que possédait le marquis de Montmorillon à ce moment-là. Il y avait donc 388 têtes de bétail qui appartenaient directement au seigneur. Alors, on n'est pas dans la spécialisation que nous on connaît dans le Brionnais à ce moment-là, plus au sud. On a un cheptel assez varié, principalement composé de brebis, qui représentent 64% des bêtes. On a quand même 23% de bovins et 13% de porcs. Pour vous donner une petite idée, la valeur de toutes ces bêtes s'est estimée à 4781 livres. La totalité du mobilier du château, lui, il est estimé à 2299 livres. Donc on a un vrai investissement sur le cheptel possédé par le seigneur. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait un champ juste en face du château qui est toujours aujourd'hui nommé les Mûriers, si je ne dis pas de bêtises. Oui, cette parcelle est nommée les Mûriers. Je l'ai vu sur le cadastre napoléonien et ça m'a intrigué d'avoir propriété appelée les Mûriers. Et puis en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était effectivement un champ où on cultivait la mûre. Donc pourquoi cultiver la mûre ? En fait, c'est pour pouvoir élever des vers à soie à ce moment-là qu'on fait ça, qui est quelque chose qui rapporte quand même pas mal d'argent, hein, la soie. Et on se place donc au XVIIIe siècle. La soie, c'est un produit qui rapporte énormément d'argent au Royaume de France. On connaît tous Lyon, capitale de la soie. Hein. La soie était utilisée dans le Royaume de France principalement à Lyon. Sauf qu'en ce début de XVIIIe siècle, les 2 plus grands pays producteurs du continent, que sont le Piémont-Sardaigne et l'Espagne, vont tour à tour interdire l'exportation de leur production de soie. Donc la France a besoin de produire de la soie directement sur son territoire pour pouvoir continuer à assurer le rendement des ateliers de soierie, notamment lyonnaises. Il va donc avoir toute une politique pour développer la soie. Au niveau des États de Bourgogne, on va encourager les propriétaires terriens à cultiver la mûre. On va ouvrir notamment ce qu'on appelle des pépinières publiques, c'est-à-dire que on cultive des mûriers qu'on donne ensuite gratuitement aux propriétaires terriens. On a également des publications qui vont être faites par eux pour encourager la culture de la mûre, pour expliquer comment on fait pour la cultiver. Mais on se rend compte qu'il y a assez peu de succès en fait sur ce développement de la mûre en Bourgogne, ce qui s'explique assez simplement déjà parce que les propriétaires terriens agriculteurs préfèrent cultiver des choses qui vont permettre de les nourrir et qu'ils ont certains doutes qui sont certainement justifiés parce que la mûre a besoin d'un certain ensoleillement pour pouvoir être cultivée correctement et en Bourgogne on connaît notre climat qui est un petit peu plus capricieux. Les grands propriétaires terriens qui sont cultivés, qui sont au fait de toutes les publications, des encouragements royaux, vont se laisser tenter. Et le marquis de Lussenier semble avoir fait partie de ces propriétaires terriens qui se laissent tenter par l'aventure du mûrier et qui vont profiter des distributions gratuites d'un produit très rentable. Donc on va avoir une plantation de mûriers juste en face du château de Lussenier. C'est vraiment de l'autre côté de la route qu'on a ce champ des mûriers. Donc un vrai développement agricole de 2 manières différentes. Monsieur de Montmorillon, pourquoi avoir accepté de nous ouvrir votre château l'année dernière et de venir parler aujourd'hui sur ce podcast ? Ça m'a semblé une évidence en fait. Moi, si j'ai choisi de reprendre cette maison, c'est parce que je l'aimais. Et donc, il y a un intérêt sur cette maison, je trouve ça logique. Elle appartient un petit peu à tout le monde parce qu'on peut passer autour, on la voit. Donc, je trouvais que c'était complètement logique
d'organiser cette visite. Donc j'y étais favorable. Et ensuite, ça nous a quand même apporté des informations, à apprendre comment était Lusnier au XVIIIe. Donc c'était intéressant, on a appris des choses. Et aussi, ça a permis à tous les habitants de la Chapelle-Aumont qui n'étaient pas venus à Lusnier depuis longtemps, alors qu'autrefois, il y avait quand même les fêtes du village à Lusnier. Donc je pense qu'ils étaient contents de ça, et ça c'est un motif de satisfaction pour moi. D'accord, en tout cas, on vous en remercie une nouvelle fois. Nous allons pouvoir conclure ce podcast. Merci à tous les deux de nous avoir expliqué l'histoire de la famille de Montmorillon et du château de Lussagnier. Merci Marie. Merci. Au revoir. Au revoir.